Alors bonjour. Quand Eric m'a invité pour parler aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'il m'invite, j'étais très heureux et il m'a parlé de lutte des classes. Alors il m'a semblé cohérent et logique de lui proposer le sens du combat. Et puis samedi dernier, quand j'ai commencé à réfléchir un peu à ce que je pouvais vous dire, il m'a semblé alors là du coup que c'était une question monumentale, que je ne pouvais pas traiter vraiment compte tenu de mes capacités. Alors ce que je vais présenter, c'est juste quelques impressions et un point de vue, certainement pas une leçon devant une assemblée composée de militants, de chercheurs qui ont certainement des choses à m'apprendre sur la question du travail. Alors, donc je m'excuse sur le caractère inabouti de cet exposé, mais tout de même, j'ai essayé de l'organiser, ce texte. Et donc ça sera un texte en trois parties. En trois parties. Une première partie, volontairement générale, qui posera la question du combat. Et j'essaierai de dire en quelques mots que le combat, eh bien, de toutes les façons, ou bien on le mène, ou bien on le subit, mais on ne peut pas le fuir. Voilà. Alors, ça, c'était... Le deuxième point concerne les enjeux du combat, et l'enjeu principal du combat, qui, je crois, est celui de la réalité, celui de la vie. C'est-à-dire, comment sortir du travail par le travail. La vie, c'est justement sortir du travail. Et donc, cet enjeu-là, j'essaierai de montrer que le capital, il ne cédera pas dessus aujourd'hui, et qu'il fera tout pour enfermer les travailleurs dans le travail, sans qu'il y ait la possibilité d'accéder à la vie, et donc d'accéder à la réalité. Et puis, le troisième point, eh bien, il présentera peut-être, si je peux, une bataille. Quelle est l'ultime bataille, finalement, du capital? La bataille victorieuse qu'il est en train de mener, peut-être l'ultime, qu'il est en train de mener. Je dis bien victorieuse, hein, c'est pas nous qui sommes les victorieux. Voilà, et je finirai quand même par une pointe optimiste. Alors je vais lire le texte, c'est un petit texte. Comme je vous ai dit, c'est des impressions, il vaut mieux que ça soit écrit. Aujourd'hui, le travail représente un profond danger. Un danger construit et que l'on tente de cacher, mais qui se révèle dans des problèmes de santé aigus et inédits. Alors quel est-il ce danger? Un danger qui, assurément, lorsqu'il est regardé en face, brûle les yeux et empêche ou devrait empêcher qu'on l'envisage selon une optique d'apaisement. Devant ce danger, l'alternative est claire. La débandade, rompre les rangs, ou bien le défier, ce danger, le braver. Le combat semble être la seule réponse aujourd'hui appropriée. Un combat à partir duquel nous pourrions accéder à une humanité libérée, une humanité réelle et vivante, ayant retrouvé une sensibilité sauvage et une puissance vive à distance des organisations, mais aussi à distance des conventions. Le travail caractérisé par ce danger est donc le creuset, un point de rencontre à partir duquel pourrait se construire et apparaître une perspective nouvelle, arrachée aux pratiques et aux représentations où foisonnent les simulacres, les faux-semblants, les artifices, les leurres, les trompe-l'œil, les visions sans réalité. Prendre la mesure de ce qui se trame dans les situations de travail permet de comprendre
que se détourner du combat, c'est accepter de le subir. La lutte se mène dans ce cas à l'intérieur de soi, contre soi, avec les conséquences que l'on sait désormais, les dépressions et les suicides. La lutte se mène aussi contre les autres, en tant que personnes auxquelles on attribue des fautes plus ou moins imaginaires, lorsque le danger véritable relève de ce qui, dans l'organisation et le management, fait du travail à la fois le principe et le réceptacle des violences. De sorte qu'aujourd'hui, c'est sans doute dans le travail que se nichent les mécanismes les plus puissants de la désorganisation du monde, bien au-delà de la seule entreprise. Des mécanismes soustraits au regard et dissimulés sous un dispositif imposant et redoutable à plusieurs étages. Production d'images anesthésiantes, promotion de bonnes pratiques réputées ayant fait leurs preuves, normes juridiques progressivement émancipées du déséquilibre existant entre le capital et le travail, institutions étatiques privées de l'autorité, attributs de la fiction référentielle que constituait le nom de peuple, entreprises, qu'il faut écrire avec majuscule initiale bien sûr, entreprises hissées arbitrairement au niveau d'une instance d'identification pour tous, etc., etc. C'est donc bien au plus nuisible, au plus pénible, à ce qui est le plus défavorable à l'humanité que nous sommes confrontés, et le combat, un combat nécessairement pacifique. Le combat consiste à mieux le connaître, ce nuisible, à lui faire face et à tenter d'en venir à bout. Le défi réside, à ne point en douter, dans notre capacité d'accumuler la puissance nécessaire à opposer à la force, à la ruse, à la séduction que ce nuisible déploie afin de nous détourner du désir d'émancipation. Pis encore, afin de nous détourner ou de détourner le désir d'émancipation à son profit. Deuxième tableau. La stratégie mise en œuvre par le capital a pour objectif de soumettre la production des biens et des services exclusivement, et je souligne exclusivement, à l'accroissement de la valeur ajoutée. Et le moyen utilisé consiste à introduire, comme cela n'a jamais été fait auparavant, introduire de la discontinuité partout, jusque dans les endroits les plus enfouis du travail, là où par le passé, les travailleurs parvenaient peu ou prou, et malgré tout, à mettre en œuvre le principe de continuité, de non-séparation. La discontinuité entre les hommes et le matériel servant à la production, si elle est motivée par un objectif économique, son but premier est de nature politique. Et le mécanisme permettant de l'atteindre, ce but politique, il est d'une ampleur métaphysique. Un but de nature politique. Le capital n'accepte pas que les travailleurs accèdent à une quelconque forme de souveraineté qui les émanciperait de son emprise totale. Et je souligne totale, là aussi. Les travailleurs ne sauraient par conséquent prétendre être les témoins de rapports de travail conçus comme un milieu où les hommes se rapprocheraient les uns des autres et les choses s'animeraient au contact des hommes. Un milieu où pas une personne n'imaginerait les êtres et les choses engagés dans le travail sous la figure d'un environnement manipulé, d'une périphérie dont cette personne serait le centre. De tels travailleurs, contemporains d'un lieu où la vie déploierait sa puissance au cœur de l'espace conçu pour l'étouffer, la vie. De tels travailleurs avant-hier perçus comme des ennemis, hier comme des adversaires, sous la pression d'un droit du travail conséquent,
Eh bien, de tels travailleurs, considérés désormais comme des partenaires, de tels travailleurs sont la cible d'une opération de privation absolue, et je souligne absolue. Ils sont la cible de privation absolue de leur vitalité, de son ablation. Une vitalité à laquelle on substitue une vivacité de façade, une agitation de tous les instants, une course derrière des objets imaginaires, la poursuite de buts inaccessibles, etc., etc. Un but de nature politique, donc, mais aussi un mécanisme à la portée métaphysique considérable, permettant d'atteindre ce but. Les travailleurs sont scindés, effectivement, et non pas seulement sous le mode d'une fiction efficace, comme par le passé. Ils sont scindés, la discontinuité venant séparer radicalement le sujet et le corps. Le sujet et le corps sont disposés en vis-à-vis, et c'est là une discontinuité première et majeure, sur laquelle viennent s'empiler les discontinuités successives que l'on peut rencontrer dans le travail et auxquelles nous venons de faire allusion. Discontinuité entre les hommes et le matériel servant à la production, mais aussi entre les hommes et les espaces où se réalisent les tâches, etc., etc. L'ensemble des discontinuités étant coiffé par une discontinuité ultime, celle qui sépare les êtres et les choses engagés dans le travail de leur accession à la réalité. Un mot encore sur la réalité, en nous assurant du concours d'un poète, même si son propos peut paraître à première vue éloigné de notre question. Et je vous prie de m'excuser, c'est un peu long pour la durée de l'exposé. Évoquons après d'autres. Le premier alinéa, d'une grande simplicité apparente, extrait d'un poème en prose d'Arthur Rimbaud, le troisième poème bien connu de la suite appelée Enfance, contenu dans les Illuminations. Voici ce que dit Rimbaud. Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. Que pouvons-nous entendre de cet écrit de Rimbaud? Le passant, sans doute un enfant échappant encore à la lourdeur des préjugés qui émoussent toujours les sens, le passant s'arrête. Le temps est suspendu. Les volets qui se referment habituellement sur le temps s'écartent et laissent pénétrer comme un rayon de clarté un rythme neuf. L'arrêt est l'expression de l'ouverture du corps, de son accueil, de son écoute du chant. Le chant ne produit pas un simple étonnement passager, il ne suscite pas un intérêt de circonstance, il bouleverse celui qui l'entend et tente de l'écouter. Il l'émeut, il l'ébranle et l'éveille à lui-même. Son chant vous fait rougir, dit Rimbaud sobrement. L'oiseau, par le chant et sans le vouloir, touche le passant. Et à travers le toucher, glisse en quelque sorte dans le monde des humains. Le passant, par l'écoute et sans le vouloir, lui non plus, découvre l'oiseau dans sa plénitude d'animal et d'une certaine façon le voit en tant que tel, en tant qu'être vivant et singulier, c'est-à-dire sans le filtre de la représentation humaine, dont le penchant consiste à classifier, à répertorier et au bout du compte à figer. Par là, le passant, avec sa sensibilité désormais en éveil, découvre le monde des oiseaux. Ainsi, le chant brouille les lignes, ouvre les mondes, et en un point somme toute minuscule mais réel, il les fait interpénétrer, ces mondes, s'entremêler et s'imbriquer l'un dans l'autre. Et le miracle réside ici dans le fait que ce brouillage des lignes ne constitue pas une nouvelle menace pour la vie, car il est tout simplement étranger à la dialectique de la forme et de l'informe. Tout au contraire, ce brouillage intensifie la vie en faisant exister la réalité à travers le mouvement qui rapproche les mondes l'un de l'autre, qui les place dans une proximité inconnue auparavant. Quant à ces rapports et ces entrecroisements, ils font éclore un lieu au sein même de l'espace qu'est le bois. La préposition « au »
dans le complément de lieu au bois. Rimbaud ne dit pas dans le bois, il dit au bois. Eh bien, la préposition au indique bien une proximité profonde, une appartenance réciproque du lieu et des deux êtres reliés par le champ. Le bois n'est pas un endroit parmi d'autres, il est ce lieu enchanté où la vie est portée au-delà d'elle-même. Tout est là. À quoi donc renvoie la réalité qui se manifeste dans le travail? À l'apparition, à contre-temps, de rapports inédits, de contiguïté, de proximité, de voisinage, à travers lesquels le corps du travailleur déborde les limites imposées et développe une puissance de pensée et de sensibilité inattendue. Une puissance et une sensibilité à l'instar de celle du passant de Rimbaud. La réalité renvoie dès lors à un moment et à un lieu, aux confins du travail, où les hommes n'aspirent pas à être le principe ni le fondement, attribut au demeurant inaccessible. Elle trouve cette réalité, sa consistance, dans l'émergence de rapports de réciprocité où les hommes font cause commune avec les choses. Être les témoins de cette réalité, c'est-à-dire être souverain, ou libre, si vous voulez, et échapper aux lois du travail enchaîné à la logique de la production, voilà donc ce qui est en passe d'être définitivement interdit aux travailleurs. Mais pas seulement aux travailleurs, d'ailleurs. Troisième et dernière partie, soumise à une organisation du travail et à un management en ordre de bataille, je dis bien en ordre de bataille, la mise à distance de la réalité semble donc sur le point de devenir irréversible. Autrement dit, on n'a pas beaucoup de temps, pour le combat. Tel est l'ultime danger. Et cette irréversibilité est rendue possible grâce à un mécanisme de dédoublement effectif du travailleur, j'en ai déjà parlé, un dédoublement qui en fait un sujet et un corps séparés. Le corps est ainsi objectivé, desséché, désensibilisé. Or, il ne peut y avoir d'accès à la réalité. Il ne peut y avoir de souveraineté, de liberté, sans la réactivation de la sensibilité. En s'assurant avec ténacité de la réduction du corps à un objet, le capital le met dans l'incapacité d'entretenir un quelconque rapport vivant, concret, réel, avec les éléments constituant son environnement de travail. Ainsi neutralisé et mutilé, le corps s'expose dès lors à l'exploitation intensive pour laquelle il est accommodé ou apprêté. Il aura été auparavant pourvu en ressources, après avoir été transformé en réceptacle docile, susceptible de recevoir comme autant d'éléments extérieurs les connaissances et les outils, comme on dit, fournis aussi bien par une expérience animée que par des organismes de formation publics et privés, de plus en plus conçus comme une logistique au service de la stratégie déployée. Le travailleur ayant été soumis à la réduction, faisant de son corps un objet que rien ne vient affecter, et ayant acquis la qualification adéquate, est en conséquence réputé autonome, posséder les compétences pour une prise de poste réussie et l'exercice performant d'une fonction définie. En contrepoint de la diminution du corps, cette diminution, bien sûr, n'existe pas que dans le travail, aujourd'hui elle est partout, et bien en contrepoint de la diminution du corps, le sujet est mis en scène en tant qu'acteur responsable. Désormais sous les projecteurs, il se divise le sujet. Sur l'un de ces versants, il est l'instance sollicitée par le management. Le décor organisationnel étant campé, le management engage ses troupes dans une bataille d'un enjeu capital. Une bataille dont le but consiste à détourner à son profit le désir de réalité et au bout du compte, le désir de souveraineté auquel les travailleurs, notons-le bien, les travailleurs demeurent toujours attachés. Grâce à un mécanisme judicieux dont les techniques d'évaluation sont la clé de voûte, le sujet n'est pas refoulé comme par le passé, mais transformé en un pôle de commandement apte à formuler une demande indéfinie à son propre corps. L'univers de l'hyperperformance, par l'abolition de la réalité,
peut ainsi prendre pied et prospérer. Parce qu'il a besoin d'accroître indéfiniment son empire sur le travailleur, le capital ne reviendra pas sur l'interdiction de l'accession à la réalité. Il ne reviendra pas de son plein gré sur l'interdiction de l'accession à la réalité, d'où la nécessité du combat, sur le mécanisme de dédoublement, sur le rabaissement du corps et sur la promotion du sujet présumé libre. Aller de l'avant sans limite, c'est-à-dire en faisant fi de la vie et son credo. Et dans cette perspective, et c'est dans la perspective de réaliser ce credo qu'il mobilise des forces offensives, dites stratégiques, parmi lesquelles la fonction ressources humaines, à laquelle il adresse une sollicitation pressante et dont il renforce la dimension dénommée dans l'idiome consacré business partner. Dans l'espoir de renforcer son image de pôle d'identification pour tous, l'entreprise promeut depuis quelques années des chartes éthiques, ou bien met en œuvre ce droit mou ou droit doux, soft law, comme l'appelle Alain Supiot, que représente notamment la responsabilité sociale des entreprises, RSE, prolongée par la qualité de vie au travail, QVT. Elle s'adresse donc, l'entreprise avec majuscule, elle s'adresse en conséquence à l'autre versant du sujet, dans l'espoir de le pousser à atténuer la demande excessive adressée à son corps, à se présenter aux autres sous une forme humaine rassurante et à réaliser un travail dit vivable. La fonction ressources humaines est invitée à investir alors une dimension human partner, et il est désormais question non seulement de développer le capital humain, ce qu'ils appellent le capital humain, mais encore de l'entretenir. L'hyperperformance ne doit plus être associée à l'image de la lutte de tous contre tous, mais évoquer quelque chose comme une compétition sportive. Une compétition que pourrait émailler ça et là quelques formes de violence, mais qui serait dans son ensemble respectueuse des règles. Management et fonctions RH répondent dès lors à une injonction contradictoire, faire respecter les règles d'un travail vivable sans renoncer à promouvoir la compétition. Épilogue. En vérité, le travailleur soumis à ce régime est tout simplement ballotté en dehors de la réalité et de la vie. Enivré du désir de l'hyperperformance, il est rappelé dans le même temps au devoir d'être raisonnable. Animé par la recherche de l'excès, il doit veiller à ne pas perdre de vue les bienfaits de la tempérance, etc., etc. L'humanisme affiché n'est pas une issue, il est le pendant de l'hyperperformance. C'est pourquoi dans l'organisation du travail et le management, il nous faut ouvrir une brèche. C'est le sens du combat. De nouveaux concepts sont donc à forger, de nouvelles pratiques à inventer. Pouvons-nous les concevoir dans un contexte saturé de solutions, d'outils, de modèles, de savoirs déstabilisés? Répondons positivement à la question, parce qu'il faut être optimiste. Il est grand temps de rallumer les étoiles, écrivait Guillaume Apollinaire. Alors, rallumons-les. Moi, je serais heureux si les questions s'adressaient à tout le monde, quoi. Si on faisait circuler la parole, parce que je détiens aucune parole infaillible, donc ont des discussions ouvertes, quoi. Mais enfin, je ne me déroberai pas non plus aux questions qui me seront posées. Je pense qu'il y a l'autre versant, et si on veut trouver une autre forme politique que tu as esquissé la possibilité à la fin, il faut qu'on s'appuie sur l'autre versant. Et ça, c'est tout un travail politique que je ne vais pas développer parce que je ne suis pas à la tribune, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on discute entre nous. Il y a l'autre versant qui est plein de potentialités positives pour transformer le travail et pour trouver des alternatives politiques. Et moi, personnellement, je vais terminer là-dessus, je suis syndicaliste et je me bats dans mon syndicat pour qu'on mette en visibilité ce travail réel, parce que le versant positif, il est aussi réel que le versant que tu as développé. Voilà.
Donc, j'ai été convié à ne pas répondre. Moi, je voulais ajouter, pour parfaire ce que vous avez développé, c'est Cornelius Castoriadis, et puis qui parlait notamment de la montée de l'insignifiance. Et puis il disait, ce que vous disiez m'y a fait penser, si on veut être libre, soit on sera libre, soit on se reposera. Et puis c'est vrai que on parlait tout à l'heure du revenu universel, tout ça. C'est pas en restant devant la télé qu'on va changer et puis qu'on va tirer des nouveaux affects joyeux de notre vie qui nous importent. Enfin, moi je suis retraité, ça ne me concerne plus, mais si, dans mon essence, ça me concerne beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus de temps à l'y consacrer. Voilà. Aujourd'hui, je crois que cette question de l'activité, parce que les corps sensibles sont reliés à l'activité, en ergonomie, en psychologie du travail, en psychodynamique, un peu partout maintenant, hein, où on va, on vous rappellera qu'il faut articuler la question du corps sensible à la question de l'activité. Et on pose comme hypothèse que l'activité, elle est partout. Et que c'est ce qu'a dit Yves, que l'activité, elle est partout et qu'il faut maintenant qu'on la dévoile. Et que si on l'a dévoilée, on pourrait trouver une sorte de support objectif à partir duquel les corps sensibles seraient possibles. Je parle du travail là. Hein. Or, c'est vraiment mettre de côté la somme colossale d'ingéniosité que le capital a mis en œuvre pour casser l'activité. C'est-à-dire pour faire en sorte que le corps sensible soit le plus diminué possible. Hein, que à ce corps sensible soit remplacé, encore une fois, par un corps désensibilisé. Hein. Alors s'il est désensibilisé, il peut être sentimentalisé. Hein. C'est-à-dire que la place de la sensibilité, celle du passant, hein, qui entend le chant de l'oiseau, celle qu'on entendait dans le travail quand un ouvrier, quand la machine faisait signe à l'ouvrier, qu'il entendait ce que la machine disait en chauffant, en faisant tel bruit, etc. Donc c'est ça, hein, cet univers de croisement des mondes. Le capital a cassé ça. Donc il a produit un corps désensibilisé et un corps sentimentalisé, c'est-à-dire un corps qui développe son côté prêchi-prêcha, la larme à l'œil, etc. Mais c'est pas un corps sensibilisé, c'est pas un corps sensible. Donc j'ai vraiment beaucoup de peine à répondre, parce que dans le monde du travail, c'est ce qu'on voit plus vraiment. Alors ça existe peut-être hein, dans la musique, dans la danse, il y a des pôles comme ça hein, qui essayent de résister, hein, de faire en sorte que... Mais croire que ces pôles, comme l'a fait tout à l'heure Frédéric Lordon, qu'il y a des micros comme ça, croire que ça va vous aider à... Personnellement, je ne suis pas optimiste. Alors vous avez compris, hein, en écoutant mon texte, je ne suis pas très... et je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça, quoi, hein, et qu'on voit ce qu'il y a lieu de faire, parce que il y a des milliers de personnes, et peut-être des millions de personnes qui ne veulent pas baisser les bras. Hein, et ils ne veulent pas baisser les bras, pas du tout, comme l'a dit Emmanuel Docès. Alors comme ils sont partis, on ne peut pas parler, on ne peut pas échanger. Sur la base de cette histoire de l'homme égoïste, que sais-je. Non, c'est le contraire. C'est parce qu'on a envie de vivre, hein, parce qu'on a envie de vivre qu'on se retrouve ici, hein, ensemble. C'est parce qu'on a envie de toucher du doigt la réalité, hein, c'est-à-dire de traverser, comme disait Artaud, il faut sortir du monde pour toucher la réalité. Hein. Si les gens se rassemblent, s'ils se retrouvent, s'ils passent des soirées ensemble, à boire un coup et à discuter de tout ça, c'est pas uniquement parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils ont envie de vivre, et donc de faire vivre les autres. Donc le potentiel de vie, il est là, il est intact. D'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que le désir de réalité, le désir de vie est toujours là chez les travailleurs.
Simplement aujourd'hui, par le passé, le travailleur ne voulait pas en entendre parler du désir de vie. Hein. On mettait le contremaître, etc., responsable du personnel, précisément pour qu'il n'y ait pas de la vie. Or aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on veut du désir de vie et on le détourne. Vous voyez ? C'est ça le boulot du capital aujourd'hui. C'est ça le boulot des RH. Pas simplement dire les RH, c'est des salauds, etc. Non, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent le désir de vie, hein, et ils le dévient. Comment voulez-vous que la politique qui est aujourd'hui menée, hein, pourquoi ça marche un peu quand même, hein, parce qu'on a beau dire, bon, le pourcentage des gens qui ont voté, bon d'accord, hein, mais ça marche quand même un petit peu, hein, parce qu'il semble offrir à ce désir de vie une issue. Eh bien non, offrons, nous, si on le peut, hein, offrons un horizon autre, mais un horizon de vie, pas un horizon nostalgique, non, un horizon de vie. Alors, et là, le corps sensible retrouvera ses marques, je crois. Donc, vous voyez, mon pessimisme, il est relatif. Hein, je ne sais pas si je suis là, si je continue à écrire un peu, à parler, c'est qu'il est relatif. Ce qui nous soutient, ce qui nous tient, ce qui nous tend, c'est cette recherche de la vie. Elle est là, chez tout le monde. Alors les histoires là, égoïstes, etc., on le devient, bien entendu, parce que c'est détourné. Mais à la base, c'est la vie qui est là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a un désir du capital, c'est toujours d'accumuler, de produire encore. Hein, la marchandise étant un des aspects où le désir est détourné d'une certaine manière. Il n'est même non seulement détourné, mais il est étouffé. C'est-à-dire qu'il s'agit de choisir avec des choix qui nous ont déjà été faits, qui nous sont portés. Donc j'aimerais que vous puissiez préciser peut-être ce que vous entendez par ce désir qui serait là, et qui serait simplement détourné. Il ne faut pas oublier que depuis Rimbaud, on sait que changer la vie et transformer le monde, cette idée-là, elle est présente depuis plus d'un siècle, parmi nous, j'allais dire. Vous faites référence à Rimbaud comme moi, oui. Ah, on s'entend là. Il y a 100 ans d'ailleurs. Oui, c'est ça, on s'entend. Et non, mais je sens un rapport de voisinage entre vous et moi. La première partie, bon, elle est connue un peu des ergonomes et tout ça. Hein, bon, c'est que le paradigme taylorien, hein, de division du travail scientifique et technique, fonctionnait à l'intérieur d'un régime du travail régulé par un droit du travail que j'ai appelé conséquent. Hein. Et le droit du travail conséquent, c'est un droit du travail qui permet de défendre la liberté des travailleurs. C'est le rôle des syndicats, c'est Solidaire hein, qui organise, donc c'est bien hein, de le rappeler. Et de défendre aussi le côté conditions de travail, c'est-à-dire le côté corps. Donc, nous avons ces deux aspects. Le corps, on le défend pour qu'il ne soit pas abîmé, de telle sorte que l'amplitude de la sensibilité puisse se développer. Quant à la liberté, c'est précisément ce qui permet aux travailleurs, à l'intérieur même du travail, de produire un écart, que Yves va appeler activité, très justement. Donc, produire un écart. Et encore une fois, c'est le droit du travail qui permettait cela. Aujourd'hui, le droit du travail est coupé précisément du déséquilibre entre capital et travail. En gros, on fait comme si l'entrepreneur et le travailleur appartenaient à la même condition. D'ailleurs, encore Emmanuel Decaisse parlait d'entrepreneurs qui travaillaient. Pour moi, c'est une hérésie. Hein. Un entrepreneur, même petit, ne travaille pas. Hein. Il fait quelque chose, hein, mais il ne travaille pas. Parce que précisément le travail tel que j'ai essayé de le présenter n'a de sens que dans la mesure où il permet que l'on sorte du travail. Il n'y a de travail possible que
que par le travail qui nous permet de sortir du travail. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une conception du monde, de la vie, etc., libérée des chaînes, libérée de l'utile, libérée des intérêts, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas ce socle dans le travail, qu'est-ce que vous voulez, Marx avait raison, ça part de là, ça part du travail. On peut ne pas l'appeler infrastructure, on peut ne pas l'appeler comme on veut, mais ça part de là. Si vous n'avez pas cette possibilité de vie, de réaliser ça que j'appelle la vie, de réalité d'un milieu précisément où les hommes se rapprochent des machines ou des animaux et ainsi de suite, alors vous n'avez pas véritablement la possibilité de respirer. Donc ça, c'était encore une fois dans le cadre du paradigme taylorien. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de dire, aujourd'hui, on n'en est plus là. J'ai beaucoup de collègues qui continuent à dire par le passé, aujourd'hui, c'est la même chose, etc. Pour ma part, je pense que c'est absolument pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'il y ait la moindre ouverture à l'intérieur du travail. Mais il ne le fait pas en multipliant les directeurs du personnel, il le fait en lançant des troupes stratégiques, management, ressources humaines, et ainsi de suite, pour détourner encore une fois ce désir d'ouverture, ce désir de corps sensible, ce désir de vie. Et pour précisément, alors on peut rentrer dans le détail de comment il détourne. On se donne rendez-vous pour le prochain exposé, parce que c'est long. Mais je vous remercie de la poser, c'est vraiment une question tout à fait essentielle, comme la première à laquelle j'ai répondu. Moi, je m'arrête, c'est pas pour ne pas vous répondre, c'est pour laisser la possibilité à d'autres. Je suis long d'ailleurs dans mes réponses et je vous prie de m'excuser. J'entends tout à fait ce que vous dites, et je me permets de dire, je le sais bien. La sortie dont je parle est une sortie qui promeut la vie. La sortie dont vous parlez, qui existe un peu partout, c'est une sortie qui utilise, pour aller vite, les mêmes méthodes que l'adversaire pour se tirer d'affaire, c'est-à-dire pour échapper justement à cette logique. En aucune façon, je n'ai dit que la logique managériale d'aujourd'hui atteint ses objectifs à 100%. La question, c'est est-ce qu'on en sort par le côté de ce que j'ai appelé la réalité, la vie, etc. Ou est-ce qu'on en sort tout simplement en rusant, en faisant en sorte qu'on ne soit pas attrapé, et le cas échéant, en faisant faire le travail par le collègue. Donc ça, c'est pas véritablement des sorties, mais c'est une subjectivité, vous avez tout à fait raison. Donc, oui, non, mais je ne perds pas de vue cela, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Mais il n'y a pas d'issue, ça, c'est pas une issue, ça. C'est pas une issue. Moi, pour répondre au jeune homme perché sur les que faire, continuer sur la parabole du bestiaire. On est tous des abeilles, on est enfumés, on nous enfume de longue date, et les abeilles, à un moment, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaiment. L'essaimage, je pense que ça peut être une réponse dans la réalité, comme disait monsieur, un début, le début de quelque chose de plus joyeux, quoi. La matrice de cette communauté, c'est ce que j'ai appelé le milieu. Dans mon exposé, mais bon, dans l'exposé, je vais vite sur des concepts différents. Et ce milieu, c'est précisément, pourquoi je l'appelle milieu, c'est pas un environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre, et autour du centre, une périphérie. Il y aurait l'homme. Vous savez, le slogan aujourd'hui, il faut mettre l'homme au centre, il faut mettre l'homme au centre. Ce type de communauté où l'homme est au centre ne me paraît pas la communauté de la vie, pour ma part. C'est précisément laisser émerger des rapports où à la fois l'humanité, mais aussi
les êtres comme les animaux, mais aussi les machines, etc., trouvent leur place. Hein, de sorte que l'homme n'est pas au centre, il est au milieu, comme tout le monde. Vous voyez ? Donc ça, c'est la matrice de la communauté, c'est une communauté ouverte, hein, une communauté qui se trouve pour le travail aux confins du travail, comme je l'ai dit, c'est-à-dire au bout, hein, du travail, là où il y a la sortie, là où il y a un peu de lumière, là où au fond on fait quelque chose sans penser à la valeur ajoutée. C'est quand on sort par le travail de la logique de la valeur ajoutée qu'il y a de la vie, de la réalité, ou ce type de communauté des corps sensibles. Et si j'ai laissé parler Rimbaud, enfin je l'ai fait parler surtout, c'était précisément pour ça, hein, pour le corps sensible. Bon, il y a tout à faire, là encore, hein, tout à faire. Concrètement, parce que bon, conceptuellement, abstraitement, on va dire, il y a des gens qui ont travaillé. Et comment on fait concrètement? Bon, c'est pas moi qui donnerai la solution, même si j'ai des idées sur la question.